Merci beaucoup, Michela, pour cette conférence et pour cet ouvrage, pour ce travail sur ce projecteur que tu as réussi à brandir sur un des meurtres commis par Kagame et son régime, alors qu'il y en a depuis 30 ans que le génocide a eu lieu en 1994. Des meurtres comme ça, il y en a des dizaines qui, malheureusement, il faudrait des centaines de journalistes comme vous pour résoudre là où la répression de Kagame s'est exercée au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Donc, c'est important d'être capable de regarder au-delà du génocide de 1994 et voir comment Kagame s'en sert comme un peu comme un smokescreen, comme un écran ou un rempart derrière lequel il se livre à ces meurtres et à cette répression transfrontalière, comme on l'appelle. Et heureusement, il y a des gens, des journalistes comme vous, qui sont capables de regarder derrière l'écran de fumée, qui sont capables d'aller au-delà des sentiments que peuvent susciter le génocide et de regarder objectivement et rationnellement ce qui se passe et qui sont capables de commenter l'actualité d'une manière, comment dire, comme peu de journalistes le font. Ils sont capables de voir la réalité des faits qui se déroulent à Kigali pour ce qu'ils sont et qui sont capables de trouver les mots justes pour commenter l'actualité. Et une de ces personnes, c'est M. Stephen Smith, qu'on a l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, c'est avec grand plaisir que j'invite M. Stephen Smith à prendre la parole. Aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très content d'être ici pour la troisième fois. Je crois à l'idée que quand on reste avec des gens, il peut se passer quelque chose. Je crois beaucoup à la durée, je vais y revenir. Merci Pierre Claver, merci Bernard, où est-il Bernard. Merci à tout le comité et merci surtout à vous d'être venus. Je ne vais pas commenter le fait que pour l'instant Paul va nous sortir de ce dilemme. Nous sommes là deux outsiders à vous parler de ce que vous connaissez infiniment mieux que nous. Je ne suis pas du tout complexé par ça parce que si un jour vous venez dans ma maison, vous me parlez de quelque chose, d'une expérience que nous avons vécue ensemble, je ne vous ferai pas un procès d'intention pour avoir la mauvaise pigmentation ou la mauvaise nationalité. Donc, je ne dis pas du tout ça parce que ça me gêne, mais c'est vrai qu'ici dans la salle, moi, je suis celui qui connaît le moins bien la géographie de votre pays, l'histoire, la langue, n'en parlons même pas. Donc, il faut aussi reconnaître ça. Je suis de l'extérieur. Je vais essayer de vous parler de quelque chose que nous avons en commun, parce qu'au moins, je pense être à ce moment-là chez moi et avec vous, ce qui est quand même un peu le but de l'exercice. 30 ans déjà. Quand avec les organisateurs, nous nous sommes mis d'accord sur cette idée pour cette conférence, j'ai d'abord pensé, comme peut-être vous, en tout cas les plus âgés dans la salle, que c'est une bonne partie, peut-être même la meilleure partie de notre âge adulte. 30 ans, c'est vraiment beaucoup. Et la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que la première association, c'était 30 ans de solitude. Et je pense qu'à des niveaux très différents, je n'ose même pas y penser quand je vois certains visages ici, parce que c'est incommensurable, mais à un certain niveau, cette solitude, on l'a tous éprouvée. Moi, très superficiellement, parfois dans des conversations, quand vous avez les meilleurs amis qui vous regardent comme si vous étiez en train de devenir un malade mental, parce que vous leur parlez de Tutsi de l'intérieur, de Tutsi de l'extérieur. Là, les regards, je pense à Paris, je pense à Washington, les gens qui me connaissent me regardent et me se disent, je ne sais pas s'il a bien vieilli. Et après, on vous dit, mais quand même, Stephen, les succès du régime, les taux de croissance, l'allègement de la pauvreté, et là, vous commencez à dire, très prudemment quand même, vous dites, est-ce qu'on peut se fier aux chiffres? Et là, votre interlocuteur, il se dit, oh là là, maintenant il commence à douter de la Banque mondiale, des chiffres, etc. Vraiment, cet homme est perdu. Donc j'ai pensé à cette solitude. En même temps, par la coïncidence de l'actualité, j'ai aussi pensé à l'Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid, qui était la bonne histoire de 1994.
Et j'ai pensé à une banalité, que les faits historiques portent une longue lumière ou une longue ombre, que des faits historiques font histoire, et que 30 ans à cette échelle-là, c'est finalement pas tant que ça. On vient de voir le premier revers électoral de l'ANC, qui a libéré le pays d'un racisme institutionnalisé. On a mis beaucoup de temps à se poser la question, pour avoir fait ce bien-là, est-ce que c'est un gouvernement qui nous fait du bien? Et donc là aussi, je me suis rendu compte qu'entre la solitude, qui est un peu le niveau individuel, et ce niveau historique auquel se situe le génocide de 1994 ou la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, il y a peut-être un niveau entre les deux. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais vous parler aujourd'hui, qui est un peu au-dessus de l'individuel et en dessous de l'histoire, qui est au niveau de l'expérience. Comment avons-nous vécu ces 3 décennies? Donc une sorte de bilan d'étape, et je ne peux le faire qu'avec vous, parce que les expériences ne se partagent pas comme des connaissances. Je peux enseigner, je suis professeur après avoir été journaliste, je peux dire à mes étudiants tel ou tel fait, telle ou telle date. Mais si les expériences se partageaient aisément, on serait tous de meilleurs éducateurs et nos enfants seraient peut-être un peu mieux réussis. C'est tellement difficile de partager des expériences. Donc, je vais essayer de le faire avec vous, avec votre aide, et en reconnaissant bien sûr que nos différences sont très très différentes et qu'elles ne se transmettent que difficilement. Mais je pense qu'il y a un atout dans la différence des expériences qu'on fait, parce qu'il y a un dicton Igbo, donc de l'est du Nigeria, « You don't stand in one place to watch masquerade ». En français, ça donnera quelque chose que on ne reste pas arrivé à une place pour juger de la sortie des masques, en quelque sorte. Et je pense que nous sommes dans un environnement, Michaela en a très très bien parlé, d'une forme de mascarade. Parfois, nous sommes nous-mêmes victimes d'une mascarade. On ne voit pas toujours clair et pas toujours pour des mauvaises raisons. J'ai beaucoup d'estime pour le courage que Michaela a de dire « Bon, en 1994, je suis parachuté dans ce pays, je n'ai jamais été, je vois les choses et après je me rends compte que je n'ai peut-être pas tout vu, donc je reviens. Je suis révisionniste, ça a une connotation négative, mais être révisionniste, c'est être vivant, changer d'opinion, de conviction à la vue de nouveaux faits. » Voilà un peu ce que je voudrais faire, mais malheureusement ça commence très mal, puisque au cours des 30 années que nous avons passées, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises, mais il y a aussi beaucoup de choses que nous avons désapprises. Et je voudrais d'abord vous parler de ces choses désapprises, c'est-à-dire des illusions que nous avons perdues. Et ça tombe un peu dru. C'est une liste en quelque sorte. La première illusion qui me vient à l'esprit, c'est la communauté internationale. Il m'est devenu difficile d'entendre ça. Tous les amis, toutes les personnes que je connais qui ont cru à la communauté internationale sont soit morts ou dans la misère. L'idée qu'il y a une sorte de Deus ex machina, une morale, une instance qui intervient quand tout va tellement mal, je pense aussi actuellement à Gaza, quelle que soit votre position sur le sujet, tous les désespérés qui pensent qu'il y a quelque part dans le monde quelque chose comme une communauté internationale qui agit, se trompent. Et je pense que c'est la première leçon que j'ai tirée des 30 années. Les États, c'est un copinage entre pavillons de complaisance. Ils se reconnaissent entre eux. Et je ne dis pas ça parce que je pense que les États sont pires que moi ou meilleurs, qu'il n'est pas de principe. C'est un état de fait. Peut-être si nous étions États, on fera pareil. Mais communauté internationale, je fais une croix dessus. Je dis un mot sur la réelle politique, c'est-à-dire le simple fait que les intérêts, et c'est pour ça que nous élisons nos leaders, défendent les intérêts de nos États. Cette réelle politique, donc je ne le dis même pas négativement, cette réelle politique, Michaela en a parlé, la Grande-Bretagne essaye d'exporter ses immigrés au paradis des droits de l'homme qui se trouve à le Rwanda. Les États-Unis, je ne parle même pas. Il y a 10 ans, je pouvais déjà dire au département d'État, je ne suis plus intervenu du temps
Trump, mais sous Obama, on m'invitait pour les séminaires des ambassadeurs qui partaient. Je pouvais dire ce que je pensais du Rwanda. Il n'y a aucun problème. Il n'y avait personne dans cette petite salle. On était 4 ou 5 experts autour d'un ambassadeur qui partait. Personne qui me contredisait. Ils savaient tout ce que je savais. Ils savaient que c'était une dictature qu'ils tuaient. Il n'y avait aucun problème. Mais à partir de là, vous faites quelle politique ? Pour eux, la stabilité, d'avoir un allié, ça primait. Donc on m'a écouté poliment. Je leur disais ce qu'ils savaient déjà. Et la politique américaine continuait. Je vous donne un exemple anecdotique. C'est tellement... Ça crève les yeux, la réalité. Ma fille vit à Los Angeles. Avec un ami nigérian, elle est invitée en fin de soirée d'aller dans une belle villa. Et se retrouve à la villa d'Ivan Kagame, achetée pour 7 millions de dollars. Est-ce qu'il faut faire de l'investigation pour savoir que la corruption n'a pas été éradiquée au Rwanda ? Il me semble que non. Elle est plus efficace, elle est mieux organisée. C'est pas la corruption du temps de Mobutu, mais c'est quand même très corrompu. Je ne pense pas que le jeune homme a eu le temps dans sa vie de gagner déjà 6 millions ou 7 millions de dollars à investir dans une villa. C'est juste en passant. En France, vous avez l'impression que leur passé de France-Afrique, ils le règlent en s'alliant à celui qui les insulte le mieux. On appelle ça une politique mémorielle. C'est intéressant, mais là encore, il faut ne pas être dans la facilité. C'est vrai aussi que le Rwanda sert bien la France actuelle. Le micro a été coupé, oui, c'est encore un coup de Kagame. Vous êtes resté dans le métier. Merci beaucoup. Je retrouve ma voix. Donc, par exemple, le grand projet de Total au Mozambique, projet pour l'exploitation du gaz, il y a des soldats rwandais qui le gardent. Il y a 3000 Rwandais en Centrafrique face aux Russes. Donc, c'est une vraie alliance, le meilleur allié de la politique africaine du président Macron. Et je dis ça avec beaucoup de regrets parce que j'ai beaucoup d'estime et j'avais beaucoup d'illusions sur le personnage. C'est aujourd'hui le Rwanda. Donc ça, c'est pour la réelle politique. Ma triste liste continuera avec la justice internationale. J'ose à peine en parler à côté de quelqu'un qui connaît le sujet tellement mieux. C'est une justice des vainqueurs. Et nous en parlé avant la conférence entre nous. Le pire, ce n'est pas qu'on sache quelqu'un est coupable, pas coupable. On sait qu'il y a des gens qui sont coupables. Il y a eu des morts, donc il y a des coupables. Il y a des gens qui sont innocents. On me demande d'intervenir comme témoin de contexte. J'interviens, mais quoi que je dise, le procès est couru d'avance. J'ai pitié pour les gens qui sont accusés, dont je ne sais même pas s'ils sont coupables ou pas coupables, puisque je ne les connais pas individuellement. Et on sort d'une justice de vainqueur, en étant dans la confusion totale sur la culpabilité ou l'innocence d'une personne. On ne peut pas savoir quand les témoignages sont truqués, quand les documents qui sont envoyés sont truqués, quand il y a des enquêtes qui ne sont pas faites, la justice perd son sens. Et on a cru que la justice internationale, donc ne passons plus par le prisme des intérêts nationaux, serait meilleure. Ce n'est pas le cas. Je trouve la notion la plus intéressante, la compétence universelle. On juge des gens au nom de la compétence universelle. Je vais y revenir. Je pense qu'il n'y a pas de compétence universelle. Ce serait un très beau principe, mais ça a des conditions, des préalables qui ne sont pas remplis. Je vais y revenir. Je voudrais finir ma petite liste triste avec la presse, qui est le miroir de tout cela. Étant ancien journaliste, étant assis à côté d'une journaliste, il y a beaucoup de journalistes dans la salle, c'est extrêmement déprimant de constater que l'énervement quotidien, c'est d'ouvrir le journal ou de regarder un journal télévisé et d'avoir l'impression qu'on connaît et de ne pas s'y reconnaître. Et je ne parle pas d'opinion. Je peux très bien être à côté de personnes qui ne partagent pas mon opinion, mais parfois c'est aveuglant. Quelqu'un se fait lire et réélire à 90%, on ne peut pas dire que c'est mauvais pour Poutine, c'est bien pour Kagame. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il faut être cohérent dans ça.
Et la démocratie, l'absence de démocratie a mené au génocide. Je serais d'accord avec ça, mais je ne suis pas d'accord pour dire que le meilleur remède pour parer un prochain génocide, c'est l'absence de démocratie. Donc, il ne s'agit pas d'opinion, il s'agit de faits. Sur ça aussi, voudrais revenir. Ce qui est peut-être pénible ici, c'est que nous vivons dans des sociétés qui sont réellement ouvertes. Vous allez constater que je ne dirai jamais de quelqu'un soi-disant expert ou notre société soi-disant ouverte. Je crois tout ça. Prenez-moi pour naïf. Un expert, pour moi, c'est quelqu'un qui a investi comme moi, qui a essayé de comprendre. Après, il n'a peut-être pas compris, peut-être souvent moi-même, je ne comprends pas. Il ne faudrait pas m'enlever l'effort que j'ai fait, je ne l'enlève à personne d'autre. Je crois que le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne sont des sociétés ouvertes. Mais comment j'explique alors qu'il y ait pas unisson, mais qu'il y ait une telle conformité dans la couverture du génocide en Afrique? Comment est-ce possible qu'on ait l'équivalent du mise au pas, comme dans l'Allemagne nazie, une sorte de Gleichschaltung, comme si tous les trains partaient tous dans la même direction? Comment je m'explique ça? J'ai travaillé dans les salles de rédaction, je connais les discussions ouvertes, je sais que ce n'est pas des endroits verrouillés, et néanmoins, selon le pays, les moments, 80% des médias, 90%, ça varie, donnent le même son de cloche, et ce son de cloche est faux, non pas faux parce que je ne suis pas de la même opinion, mais parce que les faits ne s'alignent pas tels que j'en ai cité quelques-uns. Bon, vous allez me dire que je suis venu pour vous déprimer, ce n'est pas le cas. Mais ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est en gros, le Rwanda a été une grenade à fragmentation qui a été dégoupillée il y a 30 ans et qui a divisé le monde. Partout où vous allez dans le monde, vous avez l'impression que, pardonnez-moi de parler aussi crûment, il y a deux camps, les Hutus, les Tutsis, maintenant, ils existent en France, ils existent au Canada, au-delà de la communauté rwandaise. Quel bilan! Au lieu que l'extérieur arrive à apporter un peu de raison à un pays qui l'a perdu à un moment donné, c'est ce minuscule pays qui a rendu fou le monde. Je viens de vous faire la liste. Si de la politique des États en passant par la justice internationale, les médias dans différents pays, tout cela est vicié, il y a un problème. On pourrait conclure que la force prime le droit ou le plus fort l'emporte, mais c'est ce que je ne voudrais pas faire parce que je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je crois qu'on a un peu mal, et j'ouvre une petite parenthèse, 5 siècles avant notre ère, il y avait cette guerre de Péloponnèse et il y avait les Athéniens qui se battaient avec les gens de Sparta et ils allaient vers une petite île, Milos, et ils disaient bon, « Vous êtes de quel côté ?» Et les Milésiens disaient « Nous, on aimerait rester en dehors de ça. » Je vous épargne les détails, il y avait un long dialogue mélien, comme on l'appelle dans l'histoire. Et finalement, les Athéniens, ils ont rasé Milos. Alors, les Milésiens, on voulait être neutre et c'est bien nécessaire de nous punir, de nous détruire. Et le résultat, l'explication des Athéniens était le fort fait ce qu'il peut, sous-entendu, il exerce son pouvoir, et le faible souffre ce qu'il doit. Ça, si je m'arrêtais là, on pourrait tous repartir déprimés. Mais il y avait une phrase qui suivait. Et cette phrase qui ne rentre pas dans l'idée que la force prime le droit, c'est que la justice entre en ligne de compte dans le raisonnement des hommes et dans leur conduite si les forces sont égales de part et d'autre. La vraie justice n'existe. Je ne parle pas de la justice qui est le maintien de l'ordre, je parle de justice au sens immanent un peu plus élevé. La justice ne peut exister que lorsqu'il y a un certain équilibre de force. Et donc, je voudrais consacrer le reste de mon temps à vous parler de quelle façon peut-on établir un rapport de force qui permet d'arriver à un meilleur résultat, et si possible pas en ressemblant au régime Kagame ou à l'état d'esprit qui prévaut à Kigali aujourd'hui.
Donc je voudrais, après avoir parlé des choses désapprises, des illusions perdues, vous parler des quelques questions ou des quelques choses qu'on a apprises. Et si j'ai employé un mot un peu grandiloquent pour ça, je pense que c'est il faut qu'on accède à une forme de sagesse. Et je ne dis pas sagesse au sens un peu désuet du terme, mais simplement, à un moment donné, de vos connaissances et de votre vécu, il faut tirer des leçons. Et c'est ce qu'on appelle, en règle générale, la sagesse. Je vais voir une personne âgée qui peut-être a vécu beaucoup de choses, et si j'ai, je ne sais pas, un deuil ou je dois me séparer de quelqu'un, je trouve auprès de cette personne une forme de savoir qui n'a rien à voir avec l'intelligence ou une supériorité, mais qui est tout simplement du vécu sur lequel on a réfléchi, on a vécu des drames et on a une certaine forme de savoir. La première chose que je pense que nous partageons, je l'espère en tout cas, et c'est une des raisons pour lesquelles je viens ici, et peut-être pas ailleurs souvent, c'est que je crois ici il y a une chance qu'on comprenne que le drame du Rwanda n'a rien à voir avec la division ethnique entre Hutu et Tutsi. J'y crois très profondément. Je suis allé au Rwanda avant le génocide, j'ai interviewé Habyarimana, j'ai écrit contre la présence française. Avec Jean et Hélène, nous étions parmi les premiers à écrire contre les FPR en plein génocide. Jean et Hélène qui a été tué en Côte d'Ivoire. Je n'y ai jamais cru. Je pense que le livre de Michaela, et je suis d'autant plus à l'aise d'être à côté d'elle, et l'illustration, et je pense que c'est important de faire la preuve sur l'exemple. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées, mais parfois un assassinat peut être la preuve sur l'exemple, si on peut le documenter, qui prouve que de qui Kagame a peur. Il a peur de ses pairs, et il n'a pas peur parce qu'ils sont comme lui Tutsi, mais parce qu'ils appartenaient à sa clique, au petit cénacle de ceux qui sont au pouvoir. C'était déjà vrai du temps d'Habyarimana, ce n'était pas un régime Hutu, c'était un régime de ceux qui profitaient autour de Habyarimana. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je me souviens, George Soros, la société Open Society, m'avait une fois invité, ils ne l'ont plus jamais refait, à New York, pour, je ne dis pas ça, ils sont très gentils, mais je me suis mal conduit, c'est la raison. Ils m'ont demandé d'être expert et d'introduire un débat à New York en 5 minutes ce qu'il fallait savoir sur le Rwanda pour que le débat puisse se faire d'une façon informée. Je leur ai tout dit, genre démographie, produit, mais je n'ai pas dit qu'il y avait des Hutus et des Tutsis au Rwanda. Alors ils étaient furieux, le public autant que les organisateurs, parce que je les avais privés de la clé universelle. Vous savez ça, vous avez compris le Rwanda. Et je l'ai fait évidemment délibérément, parce que je pensais que, essayez donc de comprendre le Rwanda sans penser à des Hutus et des Tutsis. Vous allez beaucoup plus loin. Malheureusement, ils ne l'ont pas vu de la même façon, donc ça n'a pas été une bonne expérience. Je crois que si aujourd'hui le monde se divise en Hutu et Tutsi, c'est plutôt la preuve de ce que je vous dis. On se sent solidaire d'autrui quand on a un vécu ensemble, et ça peut évidemment recouper une ethnicité. Je ne sais pas du tout pour dire qu'il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. Il y a des communautés ethniques, et bien sûr, les morts, tous les morts et le passé pèsent sur la conscience des vivants. On ne peut pas oublier les morts, ces morts, et donc aussi penser que si c'est nos morts, il y a les autres. Mais il faut le surmonter. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui parlent pour effacer l'ethnicité. L'ethnicité, c'est une culture partagée, une histoire commune. Ça ne mène pas au génocide, ça mène à une communauté. Il y a plusieurs communautés au Rwanda et ailleurs. À partir de là, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire être ensemble et de se sentir responsable, solidaire avec des gens? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je me sens un lien avec vous, moi? Et je pense que c'est lié à
à faire un bout de chemin ensemble, à se connaître et de regarder le monde d'une même façon. Ça peut être votre nationalité, ça peut être votre communauté ethnique, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est toujours la connaissance intime de l'autre. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et pour moi, c'est l'explication au-delà de toutes les trahisons, les manipulations, tout ce qui est facile à enlever. À la fin, il faut se demander pourquoi des journalistes, des juges, pourquoi manque-t-il au Rwanda? Il manque au Rwanda parce qu'ils ne connaissent pas le Rwanda. C'est aussi simple que ça. Le Rwanda a eu ce pouvoir d'être cette grenade à fragmentation qui a changé le monde et qui l'a divisé. La puissance du petit Rwanda, ce qu'il est si difficile à comprendre. Et vous ne pouvez penser à vos familles. Si vous avez un fils, un enfant ou un parent qui est dans l'alcool ou qui est dans quelque difficulté que ce soit, pensez un instant, quelqu'un pourrait l'aider s'il ne le connaît pas intimement. De quelle façon voulez-vous que la communauté internationale, quand bien même elle existerait, pourrait aider le Rwanda, ne sachant rien du Rwanda? C'est Roméo Dallaire qui débarque au Rwanda. Beaucoup de bonnes intentions, mais il a dû acheter une carte quand il a été nommé pour savoir où se trouvait le pays. Donc il débarque quelque part où il ne connaît pas. Il ne peut pas vous aider, c'est impossible. Donc pour moi, à partir de là, la question n'est pas de trouver le bien et le mal ou de trancher entre les deux, mais de trouver le vrai et de le partager du faux. Et quand je dis le vrai, je ne pense pas à une vérité très élevée, je pense à la vérité des faits. Et la vérité des faits est toujours provisoire, elle est toujours à réviser. Nous le faisons, on se trompe. Si on est honnête, on revient en arrière. C'est d'ailleurs un des grands obstacles qu'on va avoir. Nous sommes assez optimistes pour croire qu'on bouge quand même dans la bonne direction. Il y a des premières des enquêtes qui sortent, mais tout à l'heure, une remarque à laquelle je n'y avais jamais pensé. Tous ces journalistes, tous ces organes de presse qui doivent se dédire, qui doivent expliquer pourquoi hier ils n'ont pas vu. Il faut un peu de courage pour ça. Il faut dire, je me suis trompé, je vous demande pardon, je recommence la tâche, je vous explique mieux, et voilà. Comment la justice, par exemple, comment vont-ils dire tous ces gens qu'ils ont jugés sur des bases aussi fallacieuses? Comment l'ONU va nous expliquer à Arusha tout l'argent dépensé pour condamner peut-être des coupables, peut-être des innocents, sur la base sur laquelle ils ont jugé? On n'est pas en mesure de le savoir. Donc c'est sur le vrai et le faux et non pas sur le bien et le mal. Il faut démoraliser, si vous me pardonnez cette expression, démoraliser, enlever de la morale, pas ajouter de la morale. La plupart des gens qui se trompent sur le Rwanda se trompent de bonne foi. Il y a évidemment des cas d'autres, mais ça c'est facile, Internet acheté et tout ça. Je ne veux même pas y aller. Ce qui m'intéresse, c'est des gens qui se trompent de bonne foi. Et c'est la majorité. Si aujourd'hui des opinions occidentales, ils ne sont pas payés par Kagame. Ils croient parce qu'ils veulent absolument être dans le camp du bien. Et le bien, c'est dans le camp opposé de ceux qui ont tué en 1994. C'est malheureusement le cas. Et donc, c'est par bonne intention, parce qu'ils appliquent une sorte de morale politique, ils veulent une histoire cohérente, qui soit ronde comme un mythe, où il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de complication. Donc, j'ai vu le mal absolu, le génocide, donc je vois le bien absolu en face, ça ne peut être que Kagame. Et à ce moment-là, vous pouvez vous raconter, bien qu'il soit élu à 90%, qu'il tue à l'étranger et dans le pays, il est finalement quand même bien pour le pays. Aberrant. Mais ça vient de là. Ça vient de la recherche d'une histoire positive cohérente. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de persuader des gens, parce qu'ils ont un peu peur que ce soit nous, les personnes un peu déviées, qui ont perdu la raison, et pas les autres, parce qu'ils tiennent à leur bonne histoire. Je vais vous dire, pour finir, deux choses que j'ajouterais à ce que je crois être quand même une voie de l'espoir. La première est une mise en garde. Il faut se battre contre Kagame. Je suis toujours étonné d'assister à des débats où même la question de la lutte armée n'est pas posée. Mandela, formidable, dictateur à Kigali,
On ne parle même pas de l'option armée. Moi, je ne la prône pas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Non pas parce qu'il ne le mériterait pas, mais parce que je crois qu'il y a une force mimétique dans l'hostilité à laquelle je voudrais échapper. Et la force mimétique, c'est que quand vous avez... Il faut être très prudent en choisissant un ennemi. Choisir un ennemi, un ami, et se tromper, c'est pas très grave. Vous avez un compagnon dans votre vie qui n'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Mais quand vous choisissez un ennemi, vous êtes dans une lutte, et avec Kagame, une lutte à mort. Donc vous devez savoir quel est son prochain coup. Vous entrez dans sa tête. Et au fil du temps, vous allez lui ressembler. Vous allez devenir comme lui. C'est ça pour moi la vraie raison pour laquelle je ne serais jamais engagé dans une lutte militaire contre un dictateur comme Kagame. Mais je sais pourquoi. Et ce n'est pas parce qu'il ne le mériterait pas. Le danger, c'est se battre contre Kagame sans lui ressembler. Ne pas entrer dans les idées. Il y a des communautés qui sont scellées par un pacte de sang, par leur ethnie. Rester ouvert, écouter l'autre, être capable de ne pas croire à ces lignes qu'il voit partout, à ces lignes de partage qu'il veut absolument enfoncer. Ce n'est pas facile parce que la tentation, c'est l'escapisme individuel, se débrouiller. Ça aussi, ça fait partie des 30 ans déjà. Chacun doit décider jusqu'où il veut aller, jusqu'où il peut aller sans devenir fou, sans ressembler au régime Kagame. Ils nous ont tous fait des compromis. Moi, je n'ai jamais écrit un livre, j'interviens depuis 35 ou 40 ans sur le Rwanda, mais je dois à ma famille, à ma propre santé, à mon bonheur, s'il existe, de ne pas trop m'avancer, parce que le Rwanda n'est pas une matière que vous laissez à 18h du soir et ensuite vous faites autre chose. Et donc, nous tous, nous avons fait des compromis, on vient ici, mais on ne fait peut-être pas trop, parce qu'on veut préserver sa propre vie, la vie de sa famille, et en même temps, je crois qu'il est nécessaire de se battre. Donc, à chacun, sur ce point, je ne voudrais pas m'exprimer, j'ai de leçons à faire à personne. Laissez-moi conclure sur ce qui est au mieux une vérité élémentaire, au pire une platitude. La vie continue. Et la vie continue au pays comme elle continue pour chacun d'entre nous à l'extérieur ou ailleurs. Et c'est vraiment important. J'ai quitté la France il y a un peu moins de 20 ans. Je connaissais bien la France, j'ai publié un certain nombre de livres en français, ma femme est française, ma famille... Bon, je retourne en France, c'est un pays que je ne connais plus vraiment. C'est difficile à admettre parce qu'on fait le culte du pays quand on est à l'extérieur. On pense que le pays est éternel comme la langue, tout ça. Il y a beaucoup de vrai dans ça. Mais aujourd'hui, je ne connais pas la France que j'ai quittée en 2006 ou 2007. J'y vais régulièrement, mais comprenez-moi bien, vraiment, le grain du pays commence à m'échapper. Il faut être honnête entre nous, c'est vrai aussi. Il faut aussi voir que vous avez des enfants, vous êtes dans une nouvelle situation de vie. Les enfants sont déjà ailleurs. Et la jeunesse au Rwanda n'est plus la jeunesse que vous avez connue. Je dis ça pour vous dire que dans ce que j'ai appelé la force mimétique de l'hostilité, il faut échapper à la rage de Kagame et trouver le courage de trouver le bon compromis pour faire avec les vôtres et en même temps continuer à vous lutter contre à ce que je considère être un régime injuste et malheureux pour votre pays. Et ce que j'oppose à la rage, c'est le courage, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais le courage, on le trouve dans le regard de ceux pour qui on a de l'estime et dans les yeux de ceux dans lesquels on ne veut pas démériter. C'est comme à l'armée. Vous n'allez pas au front pour leur patrie, etc. Vous allez au front parce que vous ne voulez pas décevoir les 3 copains autour de vous. C'est aussi simple que ça. Là, moi, je crois qu'il faut réfléchir à l'idée du respect. Le respect, c'est le second regard pour quelqu'un. C'est important que nous nous regardons et donc on ne veut pas démériter. C'est là qu'on peut éventuellement puiser le courage qu'il faut et faire du temps son allié, parce que croire à une échéance, que je me mette aujourd'hui à vous dire ici, les choses bougent dans le même sens. Je suis venu en
2014, je crois. J'aurais déjà espéré que ça soit le cas. Je vous aurais infligé la torture de l'estrapade. Je vous soulève pour mieux vous laisser tomber. Ne croyez pas à l'échéance. L'échéance, c'est comme la vie. La seule échéance, c'est la mort, mais néanmoins, vous tenez un cap sans avoir une certitude d'arriver. Au contraire, vous avez la certitude, pour ce qui est de la vie, de ne pas y arriver. J'espère qu'avec Kagame, on est un peu mieux lotis. Tout ça pour vous dire, 30 ans déjà, ouais. Bon, on est toujours là et la lutte continue. Merci.